Bonjour chers amis, bonjour à vous, à tous et à toutes. Merci d'être là présent en ce matin. Excusez-moi, j'enlève une petite poussière. J'espère que vous allez bien sur votre lieu de travail, chez vous, à la maison, avec vos enfants, en famille. J'espère que vous vivez encore en famille, hein. En tout cas, que vous soyez marié ou pas, bon ça c'est pas ça, ne me regarde pas. J'espère tout simplement que vous êtes bien avec vos amis, vos proches, ceux sur qui vous pouvez compter et sur qui ils peuvent compter aussi, parce que c'est un échange, l'amitié, vous savez, c'est comme la famille, hein, c'est un échange. Il faut, il faut s'appuyer les uns sur les autres, hein. C'est un agglomérat, un soutien nécessaire dans la vie, vous savez. Bien, alors écoutez, chers amis, j'espère que ça va. Moi, en tout cas, ça va très bien ici, à Vitré. Ça fait 6 jours qu'on n'a pas de soleil. Je dis bien 6 jours, pas un brin de soleil. Et on a un prétendu brouillard. Alors je vous le dis, je vous le cache pas. Vous connaissez mon avis là-dessus. Ce n'est pas du brouillard. En tout cas, si vous vivez dans le département de la Sarthe, dans ces environs, vous voyez, la Bretagne, les portes de Bretagne, telles que Vitré, Rennes, vous avez un brouillard, se disant entre guillemets. Bon, je ne peux pas vous montrer mes doigts, mais je croise. Voilà, c'est entre guillemets, il ne s'agit pas d'un brouillard. Il s'agit tout simplement d'une pulvérisation d'ingénio-ingénierie, d'ingénio-climatique, comme on dit. Voilà, c'est une ingénierie qui est mise en place depuis les années 50, 56, 62 à peu près, en gros, hein. Moi j'étais tout petit, 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 hein. Bon, eh bien, déjà, il commençait déjà à pulvériser l'atmosphère. Ah, évidemment, c'était pas les grands déversements des chemtrails, des traînées. Mais regardez le soir quand il fait beau chez vous. Regardez un petit peu chez vous la journée, l'après-midi, quand il fait beau, qu'il y a un peu de soleil et un peu de ciel bleu. Regardez un petit peu les traînées qu'il y a au-dessus de votre tête. Et vous pourrez dire, eh bien voilà demain quel temps il fera. Vous pouvez prédire. Il n'y a pas besoin d'être de Météo France, hein. Bon, en tout cas, n'oubliez pas, chers amis, de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, de mettre un pouce et d'activer la clochette pour faire grandir la chaîne. Merci à vous, merci à tous et à toutes. Alors, on va continuer un petit peu le déroulement de l'histoire. Nous sommes dans le gouvernement provisoire de 1870. Eh oui, à la veille de la Grande Guerre, la première en tout cas, la première Grande Guerre contre les Allemands, les Prussiens je crois, ou les Allemands. Le pays des fromages va s'attaquer, bien sûr déjà avec son cocorico habituel, hein. Eh bien, figurez-vous que les armes qui serviront dans cette guerre-là, de 1870, alors je ne sais plus jusqu'à quelle date, on le verra dans le déroulement des dirigeants, pardon. Eh bien, nous allons voir que les armes qui se servaient étaient déjà de celles de sous Louis XVI. Oui, c'est pratiquement les mêmes armes, avec, oui, des canons en plus. Bon, d'accord, d'accord. Mais les fusils avec les baïonnettes, pardon, qui ont servi sous Napoléon Bonaparte, eh bien, c'est les mêmes que vous retrouvez en 1870. Et même, je crois, si je ne me trompe pas, elles ont servi au début de la Première Guerre mondiale, pardon. Parce qu'il y a eu les deux grandes, il y a eu la Grande Guerre de 1870. 1914-18, c'est la Première Guerre mondiale, et vous savez, la deuxième, c'est 39-45. Bon, eh bien, la Première Guerre mondiale, mais là, on va y arriver, hein. Je ne vais pas anticiper de trop, mais il y avait déjà des armes encore au tout début, en 1914, qui ont servi sous Napoléon Bonaparte. C'est vous dire la, la solidité des armes que nos ancêtres avaient à cette époque. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir aujourd'hui? Nous allons découvrir le premier dirigeant de ce gouvernement provisoire. Donc, il est né en 1815. Il s'agit de Louis-Jules Trochu, 1815-1896. Début de mandat 4 septembre 1870 et fin de mandat 17 février 1871. C'est pas très vieux, hein. Oh là là, il a même pas fait un an, le gars, le dirigeant. Alors, on va voir un petit peu, on va prendre que lui, hein, pour commencer. On va prendre dirigeant par dirigeant, parce que
Je crois que c'est mieux comme ça. Alors, qui était Louis-Jules Trochu? On va un petit peu parcourir. J'espère que c'est pas trop long. Alors, Louis-Jules Trochu, bon, né au palais à Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, vous voyez, ah, c'est un Breton. Ah, ça, alors bonjour les Bretons. Je salue les Bretons et les Bretonnes, bien sûr, qui m'écoutent, qui me suivent, car je suis de chez vous. Enfin, moi, je ne suis pas né là, mais je suis né plutôt bien plus bas dans le pays des fromages, mais néanmoins, j'ai le cœur chez vous, vous voyez. Je vis ici depuis 2011 et je m'en porte plutôt bien, hein, disons-le. Alors, le 12 mars 1815 est mort à Tours, Indre-et-Loire, le 7 octobre 1896. Oh l'infidèle, il a quitté la Bretagne pour aller mourir dans l'Indre-et-Loire. Ça alors, est un général de division et homme d'État, bon voilà, sous le Second Empire. Une seconde s'il vous plaît. Oui, parce que vous voyez, avec ces pulvérisations qui nous balancent depuis 6 jours, on a ce qu'on appelle du gras. Alors ce n'est pas de la chose, vous voyez. Non, non, ça vient des bronches, des poumons, c'est quelque chose qui se dépose et qui forme du gras. Alors c'est pas du graphène, non, c'est pas du graphène, mais c'est des métaux lourds. Hein, c'est des pulvérisations faites de métaux lourds. Bon, on en reparlera. Et puis je ne parle pas des vaccinations des animaux que vous mangez dans l'assiette, hein, chers amis. Bon, je ne suis pas là pour parler de ça, on parle de politique. Alors, carrière militaire. Louis-Jules Trochu passe toute son enfance à Belle-Île-en-Mer, dans la ferme familiale du domaine de Bruté. Je ne connais pas que son père, Jean-Louis Trochu, un agronome avisé, avait développé avec succès. Bon, il fait ses études au prestigieux collège Sainte-Barbe dans la capitale, hein, à Paris donc, puis intègre pour 2 ans, en 1835, l'école militaire de Saint-Cyr. Ah oui, quand même, hein, un beau parcours. Voilà, il passe à l'école d'état-major officier, il sert en Algérie comme aide de camp du général Lamoricière, des maréchaux Bugeaud, aïe aïe aïe, Bugeaud, le mal-aimé, et de Saint-Arnaud. Saint-Arnaud, oui, ancien brigadier et blessé grièvement à Sébastopol le 8 septembre, guerre de Crimée, ouais, bon, sous Napoléon bien sûr. Alors que dit ce général? Il dit qu'en terminant, je dirais à l'armée française, à l'armée du pays du fromage, pardon, nous nous sommes endormis dans la satisfaction de nous-mêmes, nous nous sommes détournés du travail, négligeant les efforts, les recherches, les comparaisons qui créent le progrès. Mettons-nous résolument à l'œuvre. Oui, le progrès, déjà, vous voyez, c'est bien de tout ça, c'est ce qu'on entend tout le temps dans ces gouvernements en 2024 et même bien avant. Bon, alors, alors il a été, comme je vous l'ai dit, dirigeant du pays du fromage du 4 septembre 1970, 17 février 1871. D'accord. 5 mois et 13 jours exactement. Gouvernement de la défense nationale. Prédécesseur Napoléon III, bien sûr, puisqu'il lui succède. Voilà, Charles Cousin Montauban, chef du cabinet, etc. Successeur, Adolphe Thiers, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Chef du pouvoir exécutif, Jules Desforts, vice-président du Conseil des ministres. Alors, nom de naissance, oui, Jules Trochu, on l'a dit. Bon, ben voilà, hein, date de décès, lieu de décès, Tours en rang 1, parti politique orléaniste. Ah, quand même. Ah bon, il était orléaniste, diplômé de l'école, bon, je l'ai vu. Voilà sa belle signature ici, hein, chef de gouvernement français. Voilà, le gouvernement déclare vouloir consacrer toute l'énergie du pays à sa défense. Bon. Ah, alors Maître et Valet, l'homme de Sedan, l'homme de Paris, caricature de Faustin Bedbeder, daté de février 1871, raillant la double disgrâce de Napoléon III et de Louis-Jules Trochu. Oh là 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 là. Oui, il n'a pas duré longtemps, lui, hein, Trochu, effectivement. Bon, alors,
encore une caricature, portrait satirique du général Trochu, ben décidément, il n'était pas très aimé non plus, lui. Composition du gouvernement de la défense nationale. Alors qui nous avons, ben, je ne les connais pas. Jules Ferry peut-être là. Je pense que c'est Jules Ferry. Si je ne me trompe. Non, c'est pas ça. Je me trompe, oui, je me trompe peut-être. Bon, chers amis, c'est pas très grave. Oh là là, c'est très long, mon ami. Oh là 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 là. Windows, il chiffre tout, là. À force de chiffrer, ils s'y perdent et puis ils se plantent. Alors qui c'est cet homme-là? Il me semble bien que c'est Jules Ferry, non? Oui, voilà, c'est bien. Attendez, je vois mal, hein. Je vois très mal. Oui, c'est Jules Ferry, voilà. C'est bien ce qui me semblait, vous voyez? Je ne me suis pas trompé. Vous voyez, j'ai quand même j'ai un peu de mémoire sur quelques personnages. Bon, je ne le connais pas particulièrement, mais voilà. Voilà le portrait de Jules Ferry. Oh là 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 là. C'est pénible ces chiffrements. Enfin bon, soyons patients. Je vais bientôt m'en débarrasser de cet ordinateur, chers amis, parce que vraiment, je ne veux plus acheter du Windows. C'est vraiment un casse-tête pas possible. Alors, fin de vie. Ah ben déjà, la destitution. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire de lui? Bon, la destitution de Trochu jugé responsable de. Alors, de quel échec il s'agit? Le gouvernement parvient à s'assurer à son soutien à Paris par un plébiscite. Le 3 novembre 1970 s'organise 2 jours plus tard les élections municipales à Paris. À la suite de ces événements, Tamizier donne sa démission le 9 novembre et reprend le poste de chef d'escadron d'artillerie au 5e secteur de Paris, en province, où la victoire du général de Paladine, donc voilà le médaillon, la peinture, à la tête de l'armée de la Loire, avait ressuscité l'espoir. Les mauvaises nouvelles s'accumulent tandis que les taux se resserrent autour de Paris. La grande sortie visant à briser l'encerclement allemand a lieu dans la nuit du 28 novembre dans la bataille de Champigny. Oui, c'est la Grande Guerre, hein, évidemment, qui s'ensuit. Les habitants du pays des fromages perdent 3 fois plus d'hommes que l'ennemi, notamment faute d'un équipement adéquat contre le froid. Ah, c'était pas pour les armes, hein, c'était le froid. Mais l'impact psychologique sur les assiégés est plus grand encore car le siège n'a pas été levé. Une deuxième tentative impliquant les troupes de la garde nationale échoue le 19 janvier 1871. C'est la deuxième bataille de Buzenval. La seconde bataille de Buzenval ou bataille du Mont Valérien se déroule le 19 janvier 1871 pendant la guerre franco-allemande sur le territoire des communes de Rueil-Malmaison, Garches et Saint-Cloud, Garches-les-Gonesse sans doute et Saint-Cloud, alors en Seine-et-Oise. Les troupes assiégées dans Paris tentèrent une sortie, etc. Bon, je ne vais pas vous raconter la guerre, hein. C'est vrai qu'on peut en parler, mais la destitution de Trochu, jugé responsable de cet échec, est demandée. Il démissionne de lui-même le 22 janvier après une fracassante déclaration dans laquelle il préconise en réalité la capitulation. Il est remplacé par Adolphe Thiers, que voilà en tant que chef du pouvoir exécutif. Devant l'avance des armées allemandes, la délégation se replie sur Bordeaux. Alors, il nous parle de la Grande Guerre, mais alors là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Le gouvernement ayant choisi de rester dans Paris, encerclé par les troupes prussiennes. Attendez que je lis ça un petit peu, là. La Prusse est à l'origine un territoire d'Europe nord-orientale, en partie germanisé sous le contrôle des chevaliers teutoniques, mais situé hors du Saint-Empire romain germanique. La Prusse est devenue au XVIe siècle possession d'une branche des Hohenzollern. Bon, enfin, mais là je vois pas trop la guerre là.
guerre de... Oui, il faudrait que je cherche la guerre de 1870 pour en parler un petit peu. Si vous êtes d'accord, chers amis, on va chercher... Voilà, on va chercher ça. Guerre franco-allemande de 1870, Wikipédia. Alors, pourquoi je vais là? Parce que effectivement, c'est ce qui fera basculer la démission de Trochu, hein, du président Trochu. Alors, là il y a beaucoup à dire, hein, c'est un... Attendez, je regarde un peu. Non, c'est pas très long. Alors on y va, chers amis, pardonnez-moi de survoler rapidement l'événement. Alors la guerre franco-allemande de 1870 à 1871, parfois appelée guerre franco-prussienne, guerre de 1870 ou guerre de 70, bon, est un conflit qui oppose du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871 le pays des fromages à une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse. Bon, et comprenant les 21 autres États membres de la Confédération de l'Allemagne du Nord, ainsi que le royaume de Bavière, celui de Wurtemberg et le Grand-Duché de Bade, en Allemagne toujours. Alors cette guerre s'inscrit dans le contexte de différentes questions nationales qui poussent les nombreux États allemands à s'unir. La Prusse souhaite réaliser cette union autour d'elle aux dépens de l'Autriche, qu'elle bat durant la guerre austro-prussienne de 1866. Bon, allez, je ne vais pas tout lire, hein, vous comprenez. Guerre franco-allemande de 1870, regardez un petit peu les dégâts. Vous regardez, vous voyez. Bon, c'est écrit en anglais, je ne vais pas vous le traduire. Hein. Vous le traduirez par vous-même, chers amis. Alors, de haut en bas et de gauche à droite, proclamation de l'Empire allemand. Ici, bataille de Mars-la-Tour, le siège de Paris, bataille de Saint-Privat, Privas, pardon. La défense de Champigny, les dernières cartouches. Alors, date. On va regarder un petit peu les dates pour être un peu plus rapide. Bon, j'ai donné les débuts de la guerre et la fin. 6 mois et 10 jours, donc, hein, France et Prusse, casus belli, dépêche d'Ems, traité de Francfort, chute du Second Empire, ça c'est Napoléon III, proclamation de la Troisième République, alors c'est après 1870 ça, et après la fin de la guerre de 1870-71, unification d'Allemagne et proclamation de l'Empire allemand, changements territoriaux, la Confédération de l'Allemagne du Nord absorbe la Bavière et le Bade, le Wurtemberg et annexe l'Alsace-Lorraine. Ah oui, là, bon, vous comprenez pourquoi les chemins de fer dans la Moselle et l'Alsace, les trains roulent à droite et non à gauche comme dans le reste du pays des fromages. Création de l'Empire allemand, voilà. Alors Empire français, Confédération de l'Allemagne du Nord, République du pays des fromages, 1870-1871, Royaume de Bavière, Royaume de Wurtemberg, bon voilà, ça c'est les drapeaux des régions ou pays annexés par l'Autriche-Allemagne. Alors, voilà pour la guerre. Cause de la guerre, contexte de l'histoire du mouvement des nationalités. La guerre franco-allemande s'inscrivit dans le contexte troublé du 19e siècle, encyclopédie Larousse, du 19e siècle, où les aspirations nationales de peuples s'exprimèrent à plusieurs reprises sans pour toujours aboutir à la création d'un État-nation. Voilà. La Grèce, la Belgique et l'Italie y parvinrent grâce à l'intervention militaire du pays des fromages contre l'Autriche. Un élan unitaire entraîna la fusion des États italiens. Ah, ben voilà, c'est ça. C'est de là que vient, avec Garibaldi, l'unité italienne. D'accord, avec le royaume de Piémont, voilà, bien sûr, évidemment, Sardaigne. À la suite de plébiscites organisés, le royaume d'Italie fut proclamé par le Parlement réuni à Turin le 17 mars 1861.
Le projet d'unification allemande, voilà, bon, ça, je ne vais pas vous détailler tout ça. La politique de Bismarck, ah oui, bah, Bismarck c'était le grand chef du deuxième Reich, on va dire, pas du troisième, le troisième c'est Adolf Hitler. Le deuxième Reich c'est donc Bismarck, voilà, un grand dirigeant, ben oui, d'Otto von Bismarck, oui, un noble allemand, voilà la peinture. Otto von Bismarck, duc de Lauenbourg et prince de Bismarck, donc, je ne sais pas où c'est Bismarck, hein, c'était un lieu-dit allemand, certainement, né le 1er avril 1815 à Schönhausen et mort le 30 juillet 1898 à Friedrichsruh, est un homme d'État prussien puis allemand. Oui, il fera l'unité de la Prusse et l'Allemagne, lui, le grand empire, que rêva plus tard Adolphe. Hein, vous voyez de qui je parle. Bon, alors on déroule. L'élément déclencheur, la candidature d'un prince prussien au trône d'Espagne. Aïe, 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 évidemment, là, l'une des causes de la guerre fut le jeu politique des classes dominantes autour du trône d'Espagne, vacant depuis la Révolution de septembre 1868. Voilà, le 21 avril 1970, poussé par Bismarck. Alors ça, c'est des références littéraires, sans doute. Hein. Oui, les annales, tout ça. Voilà. Si vous vous intéressez à la politique allemande de l'époque, ça peut être intéressant, bien sûr. Léopold de Hohenzollern, Sigmaringen, un cousin catholique du roi Guillaume. Bon, enfin voilà, je vous laisse lire. Hein. La dépêche d'Ems, voilà. Monument commémoratif de la dépêche d'Ems à Bad Ems, Allemagne. Bon, je vous laisse, je déroule lentement. Si vous voulez un petit peu lire, alors l'entrée en guerre, côté du pays des fromages, hein, voilà. Estampe parue en août 1870 dans le Charivari, un journal, hein, bien sûr. Le Charivari est un journal du pays des fromages et le premier quotidien illustré satirique du monde qui parut de 1832 à 1837. 5 ans seulement. Oh, un journal satirique. Bah oui, aujourd'hui c'est quoi? C'est le canard enchaîné. Oui, voilà, ben c'est un peu l'ancêtre, hein, le Charivari. Voilà un petit peu, chers amis. Alors, je vous laisse un peu lire. Alors, pardon, la presse parisienne dénonça l'affront de la dépêche d'Ems, telle que réécrite par Bismarck. La mobilisation, arrêtée secrètement le 13 juillet, fut signée le 14, le 15. Elle fut approuvée par le corps législatif, malgré les ultimes avertissements d'Adolphe Thiers. Vous n'êtes pas prêts. Ah, bon, criait-il aux parlementaires belliqueux. Oui, parce que la France, alors à 3 reprises, elle rentre en guerre sans être préparée, et surtout à 2 reprises, hein, surtout celle-ci, là, de 1870 et de 1871, et aussi 39-45, la France était désarmée. Les syndicats CGT, le parti communiste de l'époque, a demandé aux usines de ne pas fabriquer d'armes, de pas fabriquer des nouvelles armes, quoi. En gros, c'était la période des pacifistes, mais on y reviendra plus tard. Je ne veux pas anticiper. Voilà, bon. Alors, le 19 juillet, le pays du fromage déclare formellement la guerre à la Prusse. Cette décision provoquait un rassemblement enthousiaste des Parisiens. Ah ben, dis donc, devant le palais des Tuileries, des travaux furent entrepris au fort du Mont-Valérien. Voilà, est un fort pentagonal construit de 1840 à 1846. Elle est l'un des 16 forts construits autour de Paris. Au fort de Montrouge, de Bicêtre, d'Ivry, Vanves, d'ici les Moulineaux, hein. Puis le 3 août au fort de l'Est et à Saint-Denis. Bon, voilà. Côté allemand, les États allemands du Sud, à savoir le royaume de Bavière, le royaume de Wurtemberg et le grand-duché de Bade et le grand-duché de Hesse, prirent alors parti pour la Prusse, voilà, hein, tous derrière la Prusse, qui était sur le point d'être agressée et rejoignirent les forces de la
confédération de l'Allemagne du Nord. Alors, 1870-1871, le conflit franco-allemand, sur le chemin de mémoire, ministère de la Défense, voilà, ça c'est à voir au ministère de la Défense. Voilà l'Allemagne du Nord, hein, donc ici. Force en présence, faiblesse française, évidemment, évidemment, comme l'avait dit Adolphe Thiers, vous n'êtes pas prêts. Le pays du fromage n'était pas armé suffisamment. Mais malgré cela, et pourtant épuisé par les guerres napoléoniennes, par les conflits, par différents intérêts, même internes, au pays du fromage. Hein. Donc la France n'était pas prête. La faiblesse majeure de l'armée de Napoléon III, voilà, était son impréparation à faire la guerre. Le système de recrutement était déficient et les difficultés logistiques, évidemment, liées à la mobilisation, ne permirent d'aligner que 300 000 soldats de métier au début du conflit. La garde nationale mobilisée n'était pas en mesure de résister à l'ennemi. Bah oui, surtout que les pays d'Allemagne, les différents États allemands étaient coalisés derrière la Prusse. Hein, voilà. Bref. L'armée du pays fromage est dirigée par l'empereur en personne, Napoléon III. Donc, ah bon, je comprends plus là. 1870, oui, bon. La supériorité prussienne, évidemment, hein, ça, je ne vais pas vous dire ça, vous avez compris. Hein. Les troupes du pays des fromages étaient au départ composées de 8 corps d'armée qui regroupent 23 divisions d'infanterie et 6 divisions de cavalerie. Bon, l'organisation, voilà le pays des fromages, hein, voilà un petit peu. Hein. La réserve est formée de la garde nationale mobile, les moblots, pardon, ouais, bon, y a rien, et de la garde nationale sédentaire, qui sont la formation récente et dont la valeur combative variable est inconnue à la déclaration de la guerre, car elle est bien souvent pas équipée ni armée, encore moins entraînée en plus. Paul Déroulède, 1870, feuille de route des bois de Verrières à la forteresse de Breslau, Paris, Société d'édition. Déroulède. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Ah, on n'a pas son. D'accord. Alors voilà, ben écoutez, la France, encore une fois, s'est fait battre. Hein. On n'est plus sous Napoléon, là. Hein. Napoléon avait remporté des victoires, au moins. Que là, le pays des fromages a perdu des victoires. Alphonse de Ville, Saint-Omer, 1835, Paris, 1885. Le combat de Chenebier, 1884, l'uniforme en drap bleu foncé et le pantalon garant se sont bien visibles. Bon, armée allemande, ils étaient bien équipés déjà, eux. Déroulement du conflit. La guerre franco-allemande marqua le déclin irrémédiable de l'usage de la cavalerie en Europe. Voilà, désormais brisée par la puissance de feu et la rapidité de tir des fusils mitrailleuses de l'artillerie, certainement prussienne, hein, chargement par la culasse, hein, alors que celle-ci avait dominé les champs de bataille pendant 150 ans, contrairement à la guerre de sécession. Ça, c'est aux États-Unis, je pense, oui, qui presque au même moment s'articulait notamment sur une utilisation de la cavalerie. Bon, la défaite de Napoléon III, bon, ça vous savez la suite, hein, capitulation de Sedan, descente d'Honoré et Daumier dans le Charivari du 22 septembre 1870. Alors, la bataille de Saint-Privat, bon, il y a plusieurs batailles, hein, la défense nationale. Là, on est remonté un peu à Napoléon. Bon, et Trochu fera pas mieux, hein, puisque vous le savez, il a dirigé le pays moins d'1 an. Donc voilà Trochu. Ah non, Léon Gambetta, pardon. La délégation gouvernementale de Tours.
Il a paru au gouvernement qu'une personnalité forte était nécessaire pour diriger la délégation de Tours, Gambetta, que voilà, né le 2 avril 1838 à Cahors, dans le Lot, est mort le 31 décembre 1882. Bon, je vous laisse lire tout ça, chers amis, sinon la vidéo a duré encore longtemps. Quitte à Paris, en ballon monté, donc, hein, les montgolfiers, hein, les ballons montgolfières, accompagné du jeune Spuller, journaliste, fidèle de Young Gambetta et sa compagne. Voilà, en ballon monté vers Tours, les ballons dirigeables. Le maréchal Bazaine, livrant aux Prussiens 170 000 et 180 000 soldats, 1660 canons et 278 000 fusils. La défaite du pays des fromages, vous voyez. Après la capitulation de Metz, les autorités prussiennes exigent que les francs-tireurs se trouvant dans leur famille se rendent sous 3 jours sous peine de représailles. Ils rigolent pas les Prussiens. Hein. En Bourgogne, alors bon, Giuseppe Garibaldi, voilà, nous y arrivons. L'unificateur des royaumes d'Italie, hein, je vous l'ai dit. Donc il est né le 4 juillet 1807 à Nice, donc Nice était italien à l'époque, hein, et mort à Caprera le 2 juin 1882, est un général, homme politique et patriote italien. Il est considéré, avec Camillo Gavour, Victor Emmanuel II et Giuseppe Mazzini, comme l'un des pères de la patrie. Bon, on n'a pas les... Voilà. Dans le nord, l'armée du Nord fut dirigée par le général Bourbaki, puis par le général Farr, qui fut remplacé par le général Federbe. Ah, Federbe, oui, ça dit quelque chose. Voilà, le général Federbe. D'accord. Des grands héros, quoi, vous voyez. Ouais. Enfin, bon. Voilà, dans l'Est, ça c'est les différentes batailles. Hein. Les ratés de la défense nationale, le camp de Conly, voilà. L'impossible guerre navale, oui, la France n'a pas, le pays du fromage n'a pas ce qu'il faut. Hein. N'a pas ce qu'il faut. Une victoire sans appel de l'Allemagne, évidemment. La fin des combats. Principale bataille et siège, donc bataille de Wissembourg, 4 août 1970. Bon, je vous laisse lire tout ça, ce serait trop long, hein, s'il fallait un temps soit peu dépouiller tout ça, chers amis. Napoléon III et Bismarck, le 2 septembre 1870, à Donchéry, entrevue après la bataille de Sedan, d'après Wilhelm Kamphausen. Voilà, discussion sur la guerre dans un café parisien paru dans The Illustrated London News le 17 septembre 1970. Enfin bon. Ici reposent des soldats du pays des fromages décédés de leurs blessures au lazaret. C'est où le lazaret était un établissement maritime de en Méditerranée. Bon, je vois pas où c'est le lazaret, quoi. De Lübeck. Ça c'est en Allemagne sans doute, ou en Alsace. Ouais, d'accord. Voilà. Des gardes nationaux, gardes mobiles, pompiers et volontaires français de 1870. Le monument aux morts de Clèves. Clèves, ça c'est où ça en Pays-Bas. Voilà, prisonniers de guerre, bon,
les traités de paix. Une page très intéressante si vous voulez connaître un petit peu l'affaiblissement et l'abaissement d'aujourd'hui de notre pays, des fromages. Hein. Voilà, la chute du Second Empire, bon ça, on en a parlé. L'avènement de l'unité italienne, voilà. Alors la guerre franco-prussienne eut pour conséquence indirecte l'achèvement de l'unité italienne. Voilà. Pendant le Second Empire, les troupes du pays des fromages protégeaient la ville de Rome, qui restait ainsi sous la souveraineté pontificale. Après l'évacuation des troupes du pays des fromages, du fait de la guerre avec la Prusse, Rome fut annexée le 20 novembre 1910 par l'Italie, oui, et devint la capitale du pays. Le pape cessa d'être un souverain temporel jusqu'à la signature des accords du Latran de 1929 qui lui accordèrent la souveraineté sur la cité du Vatican. Oui, bon, une cité dans la ville. Hein. Voilà, c'était fini pour le Vatican. Enfin, pas tant que ça. Proclamation de l'Empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles le 18 janvier. Alors ça c'est intéressant, 1910, peinture. Ça vous montrera que cette signature a mis fin à l'Empire ottoman, hein, qu'ils ont dépecé par la suite. Hein. Bon, bref, on ne va pas refaire l'histoire. Hein. Fin de la démilitarisation de la mer Noire. Profitant de la distraction de la guerre franco-prussienne, l'Empire russe, voilà, avait commencé en novembre 1910 la reconstruction de ses bases navales en mer Noire, une violation flagrante du traité de Versailles, donc, qui avait mis fin à la guerre de Crimée, 14 ans plus tôt. Après la paix de, voilà, l'insurrection de la Commune de Paris, ah, voilà, ça c'est intéressant. Avec une grande dame ou demoiselle que vous connaissez peut-être pas de nom, mais attendez, comment elle s'appelle déjà? On l'appelait la Vierge Rouge. La Vierge Rouge, oui, parce qu'elle était. Attendez, oh, je sais plus son nom. Ah là là, c'est dommage. Bon, Montmartre, évidemment. Semaine sanglante. La semaine sanglante du dimanche 21 au dimanche suivant le 28 mai 1971 désigne la période de la plus meurtrière de la guerre civile de 1971 et l'épisode final de la Commune de Paris au cours de laquelle alors là il fallait que je vienne là parce qu'on aura le nom de cette une seconde chers amis. Bon alors voilà. Attendez, pardonnez-moi chers amis du silence, mais je cherche cette femme courageuse qui a fait les. Qui a, qui, bon, il ne donne pas le nom. Bon, ben, ma foi. Bon, là je me disperse un peu peut-être, hein, mais bon, on va pas revenir. Bon, allez, on s'en va de là. Alors, on va terminer un petit peu cette guerre de 1870 qui a fait chuter le président Trochu, comme je vous l'ai dit, hein, en 1871. Fondation de l'école libre des sciences politiques, bon, ça c'est sous Napoléon III. Progrès de droit humanitaire international. Décoration. Alors, médaille. Mémoire de la guerre de 1870, voilà. Iconographie, bon, ben, il y a beaucoup à dire, hein. Il y a beaucoup de choses. Voilà, chers amis, bon, je vais arrêter là cette vidéo parce que sinon, voilà, on arrête. Donc, on en termine. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon.
Ah ben là, j'en étais ici, il faut que je revienne en arrière, voilà. Je reviens donc au président Trochu, voilà que voici, hein, le général Trochu, donc président de la République du Pays du Fromage, hein, le premier. Fin de vie, bon, le 20 février 1871, Trochu est mis en disponibilité à sa demande. Thiers envoie Jules Favre lui annoncer qu'il va être fait maréchal du Pays du Fromage, mais Trochu n'accepte pas. Ah, bon, dans l'armée terrible, dans l'année terrible, sous janvier 1871, poème 12, le poète écrit, mais encore. Bon, je ne voulais pas vous le lire, hein. Distinction. Toutefois, lorsque. Voilà. Messieurs, il n'y a qu'une date qui mérite de rester dans l'exécration publique, c'est la date de la déclaration de la guerre faite dans l'orgueil sans préparation et sans alliance. C'est sûrement Thiers qui a dû dire ça, non? Anonyme, alors c'est un anonyme. Photographie, voilà, bon. Voilà un petit peu la fin de ce président, donc du général Trochu, premier dirigeant du Pays des Fromages, je le disais, hein, donc voilà, on revient en arrière un petit peu, chers amis. Voilà. Et puis par la suite, on parlera de la Troisième République, sa naissance et son développement jusqu'à la veille de la guerre 1939. Et oui, la Troisième République, vous allez voir, elle va durer assez longtemps. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, faites-moi un commentaire, mettez-moi un pouce, n'hésitez pas, abonnez-vous, je vous le rappelle. Et puis activez la clochette pour faire grandir cette chaîne, pour que nous parlions d'histoire. Si ça vous intéresse, apparemment ça a l'air d'intéresser pas mal d'entre vous, même si YouTube me fait des misères, ralentisse les pouces, voire même en diminue un certain nombre, je ne sais pas combien, mais en tout cas, bon, chers amis, soyez heureux en famille, comme je dis toujours pour finir. Soyez heureux au travail, où que vous soyez, bureau, atelier, champ, chantier, bon, soyez heureux, soyez empathique avec vos camarades de travail, vos collègues, hommes, femmes bien sûr, hein, ou hommes tout court. Soyez heureux en famille, entre amis, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, au revoir.